Et si le monde avait changé sans que vous ne vous en rendiez compte? Pas avec une guerre, pas avec des chars ou des sanctions proclamées à grands cris à l'ONU, mais avec un clic, un code, une décision prise à Pékin, ressentie à Wall Street. Un mardi à l'aube, sans fanfare ni déclaration solennelle, la Chine a officiellement intégré son yuan numérique au système de paiement interbancaire de 10 pays de l'ASEAN et de 6 nations du Moyen-Orient. Un mouvement au retentissement sismique. Car à cet instant, 38% du commerce mondial ont emprunté une nouvelle voie. Une voie qui ne passe plus par Washington, New York ou le système SWIFT. Ce n'était pas qu'une innovation technologique. C'était un cri d'indépendance, un message clair. La Chine ne veut plus demander la permission d'exister sur l'échiquier financier mondial. Elle veut redessiner cet échiquier. La réponse stratégique de Pékin à une provocation antérieure. Quelques jours auparavant, le président Donald Trump avait annoncé de nouvelles tarifs douaniers contre la Chine, invoquant la sécurité nationale, un argument devenu joker de sa politique étrangère. Mais cette fois, la réponse chinoise ne s'est pas faite en rhétorique. Elle est venue en infrastructure, en code blockchain, et c'est là que commence la révolution. La Chine et les pays de l'ASEAN avaient déjà une relation commerciale profonde. En 2022, le volume des échanges entre eux a atteint 975 milliards de dollars, une hausse de 120% en moins de 10 ans. Cela a fait de l'ASEAN le premier partenaire commercial de Pékin, devant même l'Union européenne. Mais désormais, ces échanges sont réalisés en yuan numérique, sans conversion en dollars, sans intermédiaire bancaire occidental, sans surveillance américaine. Et cela change tout. Ce qui n'était qu'une relation bilatérale devient maintenant une infrastructure de paiement parallèle, où le dollar américain n'est pas le bienvenu. Un nouveau système qui réduit la dépendance aux devises étrangères, évite les fluctuations arbitraires du billet vert et échappe à la portée des sanctions américaines. Pourquoi est-ce si dangereux pour le statu quo? Parce que le dollar n'est pas seulement une monnaie, c'est une arme que les États-Unis ont utilisée pendant des décennies pour contrôler leurs adversaires, faire pression sur leurs alliés et dicter les règles du jeu mondial. En éliminant le dollar de l'équation, la Chine ne se contente pas de faciliter les affaires. Elle est en train de désdollariser la géopolitique, de désarmer l'empire avec des lignes de code au lieu de missiles. Et tandis que beaucoup sous-estiment encore le yuan numérique, ils ignorent ce qu'il représente vraiment. Une monnaie qui n'est déjà intégrée à un réseau international, avec un soutien gouvernemental massif, une traçabilité native et une adoption croissante par des nations fatiguées de jouer selon les règles de l'Occident. Imaginez un monde où les accords bilatéraux se passent du dollar. Imaginez des multinationales choisissant de négocier en monnaie numérique étatique parce qu'elles offrent plus de rapidité, moins de frais et surtout moins d'interférences politiques. Dans ce monde, le dollar perd de sa pertinence et avec lui, les privilèges de sa suprématie mondiale. Cela affecte le prix du pétrole, des matières premières, les taux d'intérêt mondiaux, le coût de votre crédit, la rentabilité de votre retraite, la force de l'économie qui soutient votre pays. Car lorsque le monde cesse d'utiliser le dollar, c'est l'Amérique qui commence à en payer le prix. Regardez qui s'est allié à la Chine dans ce mouvement. Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. Ce ne sont pas des nations périphériques. Ce sont des acteurs stratégiques du pétrole, du gaz, de la technologie et du transport maritime. Des économies émergentes qui, ensemble, contrôlent des chaînes logistiques entières, des routes d'exportation et l'accès à des ressources vitales. Et maintenant, elles négocient en yuan. Alors la question que le monde commence à se poser est simple. S'ils peuvent échanger entre eux 100 $, pourquoi devrais-je encore l'utiliser? Cette question est comme un virus. Elle contamine les marchés, les banques centrales, les fonds souverains. Et c'est précisément ce contagion silencieuse que les États-Unis redoutent le plus. Le début de la fin de l'hégémonie du dollar. Mais peut-être que le plus intéressant ne réside pas dans ce que la Chine a fait, mais dans la manière dont elle l'a fait. Pas de déclaration de guerre, pas de menaces enflammées, seulement une restructuration minutieuse de l'écosystème financier mondial. Derrière l'intégration du yuan numérique, il y a une architecture préparée depuis des années, le ICNI, testé localement depuis 2020.
le partenariat avec un SWIFT alternatif à Hong Kong orienté vers la neutralité. La création de systèmes de compensation indépendants fonctionnant en temps réel et sous souveraineté nationale. L'adoption progressive dans les projets Belt and Road, incitant l'Afrique et l'Asie à stocker du yuan comme réserve de change. Et pendant que tout cela se met en place, où sont les États-Unis, pris dans des guerres commerciales sans fin, distraites par des scandales politiques et sûres que leur dollar est intouchable, une croyance qui devient un mythe dangereux. Car aujourd'hui, un tiers de la planète échange déjà hors du système américain. Et chaque nouvelle adhésion au réseau chinois est une fissure de plus dans les fondations de l'empire financier occidental. Le yuan numérique n'est pas qu'une devise, c'est un manifeste. Et ce manifeste résonne partout où l'on refuse de vivre sous la menace de sanctions, de gel d'avoirs et de chantage financier. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un appareil en panne et, en cherchant une réparation, d'entendre « pas de pièces, pas de support, vous pouvez le jeter ». Imaginez cela à l'échelle d'un pays entier. Imaginez des milliards de dollars d'équipements de pointe, achetés avec effort, installés avec fierté, et transformés du jour au lendemain en ferraille. C'est exactement ce qui est arrivé à la Chine. En 2023, le pays avait investi plus de 2,6 milliards de dollars dans l'achat de machines auprès d'ASML, le géant néerlandais responsable de l'un des processus les plus délicats de la planète, la lithographie de puces avancées. Ces machines, appelées DUV, sont si rares et complexes qu'une seule entreprise dans le monde entier est capable de les produire à l'échelle industrielle. Et la Chine en avait acheté des dizaines, jusqu'à ce qu'une manœuvre survienne. Les États-Unis ont fait pression sur le gouvernement néerlandais pour révoquer toutes les licences d'exportation vers la Chine. Les machines déjà installées, opérationnelles, sont soudainement devenues mortes, sans maintenance, un arrêt planifié. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la Chine n'a pas protesté, elle a contre-attaqué. Au lieu de se soumettre, Pékin a rompu ses relations commerciales avec ASML et TSMC, le géant taïwanais des semi-conducteurs. Mais ce n'était pas un adieu ordinaire, c'était un adieu définitif, une rupture sans retour, un pari risqué, mais, comme nous allons le voir, peut-être le plus audacieux et le plus réussi de l'histoire industrielle récente. Car pendant que l'Occident riait à l'idée d'une Chine développant seule ses puces, Pékin avançait déjà avec un plan de contingence lancé depuis 2022. Vous vous souvenez de ce que vous faisiez en 2022? Peut-être préoccupé par l'inflation, la pandémie, les élections? Pendant ce temps, en Chine, le gouvernement injectait plus de 75 milliards de dollars dans un fonds souverain dédié à la reconstruction du secteur des semi-conducteurs. Mais l'argent ne suffisait pas. Il fallait du talent. Alors vint la deuxième étape. Plus de 50 000 ingénieurs furent mobilisés, venus de Huawei, de SMIC et même rapatriés depuis la Silicon Valley. Au quotidien, vous ne pensez peut-être pas aux puces, mais elles sont partout. Votre téléphone, puce. Votre voiture, puce. Votre climatiseur, votre téléviseur, votre carte bancaire, votre routeur Wi-Fi. Le monde moderne tourne autour des puces. Et cette dépendance globale était, jusqu'à récemment, concentrée entre quelques entreprises et pays alignés avec les intérêts des États-Unis. La Chine en était exclue. Et c'est exactement cela que Pékin a décidé de changer. En seulement 3 ans, la Chine a construit un écosystème presque autonome de production de semi-conducteurs. Aujourd'hui, plus de 60% des équipements utilisés dans les usines chinoises sont produits localement. Des laboratoires nationaux développent leurs propres logiciels de design. Et des entreprises comme Secar, basée à Shenzhen, affirment avoir développé une lithographie DUV nationale, capable de produire des puces en dessous de 7 nanomètres. Vous vous souvenez du Huawei Mate 60 Pro, celui qui a fait le buzz pour avoir défié les sanctions avec des performances impressionnantes? Son processeur a été fabriqué sans aucune technologie occidentale, sans ASML, sans TSMC, seulement avec de l'innovation locale et des machines interdites. Quand le marché a réalisé cela, le choc a été brutal. ASML a vu son chiffre d'affaires chuter de 27% au dernier trimestre 2024. TSMC a perdu l'un de ses plus grands clients et partenaires stratégiques. Le secteur européen a vacillé et pendant ce temps, les actions de SMIC ont explosé.
l'entreprise captant près de 20% du marché mondial en seulement 4 ans. Et tout cela a commencé par une rupture. Une rupture qui semblait être une punition, mais qui s'est révélée être le catalyseur d'un bond industriel sans précédent. La Chine a déclaré qu'elle n'a pas besoin de UV. Ces machines qui coûtent 200 millions de dollars l'unité et qui sont considérées comme le saint Graal de la lithographie. Peut-être sont-elles déjà dépassées, pas par une version plus avancée, mais par une nouvelle logique. Des entreprises chinoises testent déjà des méthodes alternatives comme le quad patterning avec intelligence artificielle, capable d'obtenir des résultats similaires sans dépendre de l'Occident. Et maintenant, SMIC annonce des puces de 5 nanomètres, avec des plans pour atteindre 3 nanomètres très bientôt. Et tout cela avec des technologies que les États-Unis ont tenté d'empêcher de naître. Et si vous vous demandez « mais en quoi cela me concerne ?» Posez-vous les bonnes questions. Payez-vous plus cher vos appareils électroniques? Votre ordinateur portable est-il plus difficile à obtenir? Votre voiture met-elle des mois à être livrée? Votre téléphone coûte-t-il presque le double d'il y a 3 ans? Chaque tarif, chaque boycott, chaque sanction a un prix. Et ce prix tombe directement dans votre portefeuille. La tentative d'empêcher la Chine de grandir technologiquement n'a pas seulement échoué. Elle a créé un rival. Si la Chine a été capable de bâtir sa propre industrie de puces en 3 ans, qu'est-ce qu'elle pourrait être en train de construire aujourd'hui qui changera le jeu demain? Cette question n'est pas seulement pour les analystes, elle est pour vous. Vous qui dépendez d'un emploi dans une entreprise technologique, vous qui utilisez un smartphone, un ordinateur, une voiture connectée. Le futur est en train d'être façonné dans des usines que l'Occident a tenté de bloquer. Et maintenant, avec le yuan numérique qui ouvre de nouvelles routes et la technologie domestique qui brise les barrières, la Chine n'est plus un suiveur. Elle écrit le prochain chapitre. Cette guerre est une guerre pour l'autonomie. Combien de fois a-t-on dit que la Chine ne faisait que copier? Combien de gros titres avez-vous lus sur la piraterie industrielle? Et combien d'entre eux croyez-vous encore? Car s'il y a bien une chose que les dernières années ont prouvé, c'est ceci. La plus grande menace à l'hégémonie technologique occidentale ne vient pas de la copie, mais du dépassement. Après les blocages brutaux visant les technologies de pointe, de nombreux analystes pensaient que la Chine serait laissée pour compte, qu'elle serait forcée de régresser. Après tout, sans accès à ASML, sans les fonderies de TSMC, sans le savoir-faire occidental, qui serait capable de produire des puces de dernière génération? Mais cette question reposait sur une hypothèse implicite, que le progrès n'est possible que s'il est autorisé par l'Occident. La Chine a prouvé que cette idée est une illusion. Les usines ont dû réapprendre. Les ingénieurs ont échoué. Les premières puces ont mal fonctionné. Mais tandis que les médias se moquaient des échecs, ces échecs devenaient du carburant. En coulisses, des entreprises comme SMIC, Secar et Cambricon travaillaient avec des objectifs quotidiens, en doubles équipes, avec un investissement public jamais vu dans l'histoire moderne. Secar, basé à Shenzhen, a développé une approche avancée de lithographie DUV, franchissant des limites autrefois considérées comme infranchissables, sans ASML, sans EEV, sans supervision occidentale. Cette vieille idée selon laquelle seule la technologie occidentale permet de produire des puces en dessous de 10 nanomètres. Elle aurait été enterrée officiellement avec le lancement du Huawei Mate 60 Pro, le premier smartphone doté d'une puce 7 nanomètres entièrement produite en Chine malgré les sanctions. Pékin n'a rien annoncé, elle a simplement montré. Tandis que les États-Unis se félicitèrent des sanctions, la Chine lançait sur le marché une nouvelle puce fonctionnelle, stable, efficace. Chaque fois que la Chine surmonte un blocage, elle prouve qu'elle n'a plus besoin d'aval international pour innover. Cela change le marché, change les prix, change les chaînes d'approvisionnement. Cela change le monde. Aujourd'hui, les usines de semi-conducteurs chinoises fonctionnent avec jusqu'à 70% de machines nationales. Le design de puces, autrefois dépendant de logiciels comme Cadence et Synopsys, États-Unis, est désormais remplacé par des solutions locales, comme Gauss EDA, dont les performances sont déjà comparables. SMIC, autrefois considéré comme un fabricant de seconde zone, est déjà en phase de test pour les puces 5 nanomètres, avec des plans pour atteindre 3 nanomètres dans les 2 prochaines années,
en utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser les rendements et des techniques comme le quad patterning. Et si vous pensez encore que ce n'est que de l'optimisme chinois, sachez ceci. SMIC détient déjà près de 20% du marché mondial des puces, soit 4 fois plus qu'en 2020. En seulement 3 ans, la Chine est passée du statut de dépendance technologique à menace systémique au monopole industriel des États-Unis et de leurs alliés. Et la suite ? Le prochain pas est clair. Étendre son influence au-delà de la fabrication. Dans les brevets, dans la création de nouveaux standards internationaux, dans le leadership des forums d'innovation. Vous avez entendu parler du Dragon Valley? C'est ainsi que les investisseurs appellent le nouveau cluster technologique de Guangdong, qui regroupe start-up, géants publics, centres de recherche civils et militaires, tous concentrés sur l'IA, les semi-conducteurs, la technologie quantique. La Silicon Valley est encore un symbole d'innovation, mais elle n'est plus seule. Cette révolution transforme la manière dont les entreprises produisent des voitures, avions, satellites, réseaux 5G, armes autonomes, hôpitaux numériques. Elle transforme même l'intelligence artificielle qui détermine votre fil d'actualité ou si votre CV sera lu par un recruteur. L'indépendance chinoise dans les semi-conducteurs n'est pas une fin, c'est un commencement. Le premier pas vers un écosystème fermé, souverain, résilient, où les crises externes n'interrompent pas la production, où les blocus n'arrêtent pas l'innovation, où la narration n'est plus écrite en anglais. Tandis que l'Occident se vantait d'avoir coupé les puces à la Chine, Pékin a décidé de fabriquer les ciseaux. Maintenant, vous comprenez pourquoi les États-Unis se précipitent pour relocaliser les usines ? Pourquoi l'Europe discute frénétiquement d'incitations de plusieurs milliards pour maintenir ASML à flot ? Ils savent, ils ont vu, ils ont compris. Car lorsque Huawei a prouvé qu'elle pouvait créer une puce 7 nanomètres compétitive, malgré les sanctions, le monde entier a compris que quelque chose avait changé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez cette réalité avec ceux qui pensent encore que cette guerre n'est qu'une rhétorique de campagne. Imaginez-vous vous réveiller un matin et découvrir que votre argent vaut moins. Pas parce qu'il y a eu de l'inflation, mais parce que quelqu'un, à l'autre bout du monde, a appuyé sur un bouton. Voici le nouveau visage de la guerre. Jusqu'ici, nous avons parlé de puces électroniques, d'usines, d'innovation. Mais il existe un champ de bataille encore plus dangereux, précisément parce qu'il est invisible pour la majorité. La guerre monétaire et commerciale. Et si vous pensez que cela ne concerne que les économistes et les diplomates, détrompez-vous. Car cette guerre peut décider si votre emploi survivra, si votre retraite existera, et si les prix que vous payez au supermarché vont exploser sans avertissement. Tout a commencé par une menace. Trump a promis d'imposer une taxe de 50% sur les produits chinois. Cela ressemblait à une fanfaronnade de campagne électorale. Mais Pékin n'a pas ri. D'abord, la Chine a annoncé des mesures de rétorsion. Une hausse de 10 à 20% des droits de douane sur les produits technologiques américains comme les ordinateurs portables, les smartphones et les semi-conducteurs. Ensuite, elle a commencé à se débarrasser de ses bons du Trésor américain. Les États-Unis ont aujourd'hui une dette publique de plus de 34 000 milliards de dollars. Qui finance une partie de cela? La Chine. Qui maintient le dollar fort, les taux bas, le crédit accessible? Encore la Chine. Maintenant, imaginez qu'elles vendent tout lentement, mais de façon régulière. Imaginez la Réserve fédérale obligée d'imprimer davantage de dollars pour combler le trou. Imaginez les taux d'intérêt qui montent. Votre crédit immobilier devient plus cher. En une seule semaine, la Chine a vendu 21 milliards de dollars en obligations américaines, le plus haut volume depuis 2016. Et ce n'est pas tout. Pékin a aussi commencé à vendre ses actions dans les géants technologiques américains. Apple, Nvidia, Tesla, Amazon. Des actions qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient inattaquables, mais aujourd'hui, elles sont abandonnées par un ancien partenaire devenu rival. Tandis que les États-Unis tentent d'asphyxier la Chine avec des tarifs, des blocages et des sanctions, la Chine répond au scalpel. Elle coupe le système de l'intérieur. Elle retire l'oxygène de Wall Street. Elle ralentit les marchés. Elle fait chuter les géants à partir de leurs fondations. Et pourtant, Pékin n'a même pas encore vraiment commencé. Si elle décidait d'augmenter ses tarifs sur les produits agricoles américains, comme elle l'a déjà fait en 2018 avec le soja, le maïs et la viande,
L'impact serait immédiat dans les États ruraux qui ont élu Trump, des régions qui vivent des exportations. Et si cela vous semble extrême, pensez-y à nouveau. Parce que cette fois, la Chine joue aux échecs avec le temps. Elle sait que le plus grand ennemi des États-Unis, ce n'est pas Pékin, c'est le marché lui-même. Et tout ce qu'elle a à faire, c'est planter assez de doutes pour que Wall Street s'effondre toute seule. Ce n'est pas une hypothèse, la Chine l'a déjà fait. En 2019, elle a laissé le yuan chuter à son plus bas niveau en 10 ans après une série de tarifs américains. Résultat, les exportations chinoises ont augmenté. Les entreprises américaines ont perdu en compétitivité. Aujourd'hui, les signes se répètent. Des analystes prévoient une dépréciation volontaire du yuan de 5 à 10% dans les mois à venir. Et ce n'est qu'une partie du plan. Il y a aussi les terres rares, des éléments essentiels pour fabriquer des smartphones, des panneaux solaires, des batteries, des missiles et des voitures électriques. La Chine contrôle plus de 60% de la production mondiale. Et elle a déjà montré qu'elle peut fermer le robinet. En 2023, elle a restreint l'exportation de gallium et de germanium, deux métaux cruciaux pour les semi-conducteurs et la défense. Aujourd'hui, elle envisage de bloquer totalement l'approvisionnement vers les entreprises américaines. Imaginez si les États-Unis ne peuvent plus produire de batteries, de satellites ou de systèmes de missiles par manque de matières premières. Le krach ne serait plus commercial, il deviendrait militaire. Et en plus des tarifs et de la dépréciation monétaire, Pékin peut lancer des mesures non tarifaires, retards douaniers, inspections supplémentaires, tests de sécurité sur les aliments, les médicaments, les composants électroniques. Cela ressemble à de la paperasse. Mais dans la pratique, c'est de l'asphyxie économique. Les entreprises américaines dépendant d'intrants chinois verront leurs produits bloqués à la frontière. Des commandes retardées, des chaînes de production à l'arrêt, des consommateurs frustrés. Et vous savez ce qui se passe quand les rayons des magasins se vident? L'inflation revient. Et avec elle, la colère de l'électorat, l'instabilité politique et la chute de la confiance. Cette guerre ne se gagne pas avec des gros titres. La Chine ne veut pas frapper. Elle veut que le système américain s'effondre de lui-même. Et le plus troublant, c'est que ça fonctionne. Toute guerre, tôt ou tard, revient à la maison. Et la guerre, qui avait commencé avec des tarifs douaniers, des sanctions et des menaces diplomatiques, est maintenant arrivée aux tables à manger, aux chariots de supermarchés, aux files d'attente de l'assurance chômage. Pas avec des bombes, mais avec des factures impayables, avec des promesses brisées, avec la note salée d'un projet qui promettait la grandeur, mais livrait la récession. La guerre contre la Chine est devenue une guerre au sein des États-Unis. Et l'ennemi, aujourd'hui, porte un autre nom, la désillusion. Vous vous souvenez des images de 2016, des milliers de personnes dans les meetings, des casquettes rouges, floquées, « Make America Great Again », des promesses de retour de l'emploi, de renaissance des usines, de fierté retrouvée. Les gens y ont cru, et à juste titre. Le rêve était beau. Mais aujourd'hui, dans ces mêmes villes où les meetings avaient lieu, la réalité mord comme un hiver sans chauffage. Dans des États comme l'Ohio, la Virginie occidentale et l'Indiana, bastions historiques du soutien à Donald Trump, la facture est arrivée. Parlons chiffres, en 2024, après une nouvelle vague de tarifs douaniers, le taux de chômage dans les zones industrielles de la Rust Belt est passé de 4,2% à 7,8% en seulement 4 mois. Plus de 150 000 emplois directs ont été perdus dans le secteur automobile, notamment après l'escalade tarifaire avec le Canada et le blocage des composants stratégiques pour les véhicules électriques. C'est le cas d'Emily Carson, 38 ans, mère célibataire à Akron, Ohio. Elle a travaillé 12 ans dans la même usine de composants électroniques pour véhicules. Quand l'approvisionnement en puces chinoises s'est interrompu et que les prix ont grimpé de 40%, la production a été réduite de moitié. Puis les licenciements sont arrivés. Emily a appris la nouvelle un vendredi. Le lundi, son hypothèque arrivait à échéance. Le mardi, le supermarché où elle faisait ses courses a fermé pour baisse de la demande. Le mercredi, elle a dit à ses enfants que le dîner serait à nouveau de la soupe. Encore. « Nous avons voté en croyant au renouveau de l'Amérique », a-t-elle dit. Mais aujourd'hui, on dirait que l'Amérique n'a renaît que pour les milliardaires. Ce genre de témoignage n'est pas une exception. C'est devenu la norme.
à Wood County, Virginie-Occidentale, où Trump avait obtenu plus de 70% des voix en 2024, les protestations ont commencé en février 2025, petites au début, mais grandissantes. Des pancartes disaient « On nous a promis des emplois, on nous a donné des taxes ». D'autres plus directes « Vous nous avez menti ». Et comment le gouvernement a-t-il réagi? Avec les mêmes slogans habituels. Mais cette fois, l'écho fut différent, parce que les visages dans la foule n'étaient pas des ennemis idéologiques. C'étaient d'anciens électeurs, d'anciens défenseurs, d'anciens fans. Ils ne protestaient pas par idéologie. Ils protestaient pour manger, pour se chauffer, pour la dignité. Wall Street tente de masquer l'effondrement avec des discours techniques. Mais le peuple ne ressent pas les rapports du Nasdaq. Il ressent le prix du lait, du gaz, de l'électricité. Et les données sont brutales. L'inflation cumulée en 2025 a atteint 9,3% en 5 mois. L'indice de confiance des consommateurs est tombé à son plus bas niveau depuis 2008. Plus de 34% des Américains disent se sentir très incertains quant à leur avenir financier. Et 41% des foyers avec 2 revenus ou plus déclarent vivre à découvert. Pendant que les milliardaires continuent de recevoir des exonérations, des incitations et des protections, l'Américain moyen regarde autour de lui et se demande « Où est le pays qu'on m'avait promis ?» Dans ce climat émerge un nouveau type de désobéissance, le regret politique. Dans plusieurs comtés ruraux de Pennsylvanie, les sondages indiquent que près de 30% des électeurs qui ont soutenu Trump aux dernières élections ne voteraient plus pour lui. Pas parce qu'ils rejettent la rhétorique, mais parce que la rhétorique ne remplit pas le frigo. Lors d'un meeting récent à Des Moines, Iowa, des cris de protestation ont interrompu le discours d'un sénateur républicain. On a entendu des phrases comme « Vous ne vous occupez que des riches. Et nous, c'est pour quand ?» Et non, ce n'étaient donc pas des démocrates infiltrés. C'étaient des agriculteurs, des anciens combattants, des petits entrepreneurs. Le même peuple qui, il y a quelques années, levait fièrement le drapeau américain avec espoir. Aujourd'hui, il lève les mains pour demander de l'aide. Mais le cas le plus symbolique s'est peut-être produit à Greenville, Tennessee. Lors d'une interview en direct sur une radio locale, une infirmière nommée Lisa a fondu en larmes. Elle disait « J'ai annulé mon assurance santé. Mon mari a vendu son pick-up. Mes enfants partagent leurs chaussures. Et maintenant, ils nous disent que le pays va mieux que jamais? Mieux pour qui ?» La radio a coupé l'antenne, mais l'enregistrement a viralisé. Et vous savez ce qui rend tout cela encore plus dramatique? Pendant que la base populaire saigne, les adversaires se renforcent, la Chine avance, l'Europe s'organise, et à l'intérieur même du pays, la fracture s'aggrave. Républicains contre républicains, peuple contre élite, ville contre campagne, promesse contre réalité. Toute forteresse tombe d'abord de l'intérieur. Mais parfois, elle est aussi abandonnée par ceux-là même qui l'ont construite. Et aujourd'hui, les États-Unis commencent à ressentir le goût le plus amer de leur politique étrangère. Un isolement non pas imposé, mais mérité. Car les alliés d'hier, le Canada, l'Europe, le Japon, ne se contentent plus de prendre leur distance. Ils réagissent. Ce qui n'était auparavant qu'un jeu de confrontation entre rivaux globaux est devenu une valse de rupture entre amis historiques. Le premier choc est venu du Nord. Le Canada, allié le plus prévisible des États-Unis depuis des décennies, a rompu. Accords énergétiques gelés, exportation de gaz naturel liquéfié, GNL, vers les États-Unis suspendus. La raison? Des tarifs unilatéraux de 25% imposés par Trump sur l'acier, les voitures, le bœuf et le bois canadien. Mais il ne s'agissait pas d'une réponse technique. C'était un acte de souveraineté émotionnelle. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et aujourd'hui Premier ministre du Canada, a été clair dans son discours. « Nous ne serons pas traités comme des satellites. Nous ne ferons pas partie d'un empire par convenance. La loyauté a ses limites, et les nôtres ont été dépassées. » Vous sentez le poids de ces mots? Un pays qui partage plus de 8000 km de frontières avec les États-Unis, qui dépend de Washington pour sa défense aérienne et le commerce bilatéral, agit maintenant comme un adversaire économique et diplomatique. Le Canada a également retiré Tesla de son programme de subvention pour les véhicules électriques.
accusant l'entreprise de pratiques anti-écologiques et abus de niche fiscale. Un coup direct porté à l'image d'Elon Musk et par extension à la politique énergétique américaine. Il a aussi annoncé des restrictions à l'exportation de minéraux critiques, comme le lithium, le nickel et le cobalt, des matières premières essentielles à l'industrie automobile américaine. Tesla a chuté en bourse. Les usines de Ford et GM ont retardé leur production. Le Canada n'était plus ce voisin paisible. De l'autre côté de l'Atlantique, l'Europe a commencé à bouger. Après que Trump a menacé d'imposer une taxe de 200% sur les vins, champagnes et alcools européens, la réponse de Bruxelles a été immédiate. Et pour la première fois, unanime. La présidente de la Commission européenne n'a pas hésité. Si l'Amérique choisit de jouer seule, nous ne jouerons pas le même jeu. Nous jouerons mieux. La France, plus grand exportateur de vin vers les États-Unis, a déclaré l'état d'urgence dans le secteur. L'Italie a rappelé son ambassadeur à Washington. L'Allemagne, qui pendant des décennies évitait les confrontations directes, a annoncé des mesures compensatoires contre des entreprises américaines présentes sur le sol européen. Et comme si cela ne suffisait pas, l'Union européenne a décidé d'accélérer les accords bilatéraux avec le Canada et le Japon, excluant explicitement les États-Unis. Un message clair, si vous ne voulez plus de partenariat, d'autres en veulent. Même le Japon, allié asiatique, présence permanente sur les bases militaires américaines, partenaire industriel stratégique, commence à s'éloigner. Après l'augmentation des tarifs douaniers sur les voitures japonaises, Tokyo a suspendu les négociations sur les brevets technologiques communs et a annoncé de nouveaux investissements en coopération avec la Corée du Sud et l'Inde. L'Inde, que Washington tente de séduire pour endiguer la Chine, signe désormais des accords trilatéraux avec le Japon et l'Allemagne. Qu'est-ce que cela signifie ? Que la toile d'alliance tissée depuis l'après-guerre est en train d'être remplacée par un nouveau réseau. Lors du G7 à Rome, en mars 2025, un dîner à huis clos a réuni les dirigeants européens, du Canada et du Japon. Trump n'était pas invité. La presse a tenté de justifier « agenda chargé, question de sécurité ». Mais le message était limpide. Il n'est plus le leader à la table, il est devenu le sujet de la table. L'économie américaine se retrouve de plus en plus isolée, conséquence directe de ses propres décisions politiques. Quand les alliés s'éloignent, les sanctions unilatérales perdent leur efficacité. Quand la diplomatie échoue, les représailles se multiplient. Et le résultat ? La plus grande économie du monde commence à expérimenter la solitude. Vous connaissez le dicton « mieux vaut perdre un ennemi qu'un ami ». Dans le cas des États-Unis, ils sont en train de perdre les deux. La Chine grandit. La Russie en profite et les alliés s'éloignent. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment exact une puissance commence à perdre son trône ? Ce n'est pas quand elle déclare la guerre. Ce n'est pas quand elle perd une élection. C'est quand les autres cessent de demander sa permission. Quand les alliances changent d'adresse. Et quand sa monnaie cesse d'être obligatoire. Ce moment est en train d'arriver et presque personne n'en parle. Pendant plus de 70 ans, le dollar a été bien plus qu'une simple monnaie. Il était un symbole, une imposition, le fil invisible qui reliait le monde à la logique américaine. C'était comme l'oxygène, on ne le remettait pas en question, on le respirait. Mais l'air est en train de changer. Aujourd'hui, tandis que les journaux parlent encore de crise locale et de querelles politiques, un nouveau système se construit, en silence. La Chine et l'Arabie saoudite ont signé des partenariats de plusieurs milliards en yuan. L'Iran, l'Inde et la Russie échangent des biens stratégiques sans passer par le dollar. Et maintenant, le Nigeria, longtemps sous l'influence du FMI, commence à convertir ses réserves en yuan chinois. Un simple détail ? Non. Une rupture, une révolution de fond. Chaque nouvel accord sans dollar est une pièce de moins sur l'échiquier américain. Chaque baril de pétrole vendu dans une autre monnaie affaiblit la machine. Et ce qui semblait inébranlable devient vulnérable. Le résultat, le crédit américain devient plus cher. L'inflation n'est plus transitoire. Elle devient un fantôme permanent. Le dollar perd de sa force. Et avec lui, le pouvoir d'imposer sa vision au monde. Qui paie la note ? Vous. Le coût de la vie explose. Le salaire ne suit plus le caddie du supermarché. La mensualité de la maison dévore la moitié du revenu. Et la retraite devient un chiffre qui rétrécit mois après mois. Et face à cela, que font les États-Unis ?
il menace. Trump évoque déjà une taxe universelle de 20%. Il affirme que tout pays voulant commercer avec les États-Unis devra en payer le prix. Mais le monde ne veut plus entrer en Amérique, il veut s'en libérer. Pendant ce temps, les BRICS s'élargissent, comme jamais. Plus de 20 pays attendent pour rejoindre le bloc. Arabie Saoudite, Argentine, Indonésie, Égypte, Iran. Ensemble, ils bâtissent un nouvel écosystème. Commerce en monnaie locale, banques indépendantes de Washington, projets d'infrastructures sans conditionnalité occidentale. Le nom du dernier sommet, Conférence pour un monde sans dollars. Ils ne demandent pas la permission, ils tracent une nouvelle route. Et la réponse des anciens maîtres du monde, le déni, la panique, l'illusion que tout va bien. Mais les signes sont partout. La bourse de New York s'enfonce. Wall Street enregistre des retraits records. Le dollar a perdu près de 10% face au yuan en moins d'un mois. Et la Chine, elle observe. Tranquillement, elle n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de patienter. Parce que celui qui contrôle le futur, c'est celui qui comprend que le temps, parfois, est plus fort que la force. Si ce message vous a fait réfléchir, si vous sentez qu'il se passe quelque chose de grand, et que les médias ne vous l'expliquent pas comme ils devraient, alors vous êtes au bon endroit. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué. Partagez avec ceux qui pensent encore que le dollar est éternel. Vous faites partie d'une génération qui refuse d'être trompée. Une génération qui connecte les points, qui voit au-delà du rideau. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, continuez à questionner. Parce que le monde ne s'arrête jamais, il change.